Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 98e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 décembre, il est exactement 7h30, un enregistrement très matinal aujourd'hui, car nos 2 invités ont un programme très chargé aujourd'hui, particulièrement le premier qui, vendredi, avec une belle soirée sur la scène de l'Olympia à Paris, puisqu'il y a reçu le trophée de marin de l'année 2022. Vous l'avez bien sûr connu, il s'agit de Jean-Baptiste Bernaz, champion du monde cette année d'Île-Cassette, autrement dit de laser, qui est du côté de Tignes où il participe aux Étoiles du Sport. Salut Jean-Baptiste. Bonjour Axel. Notre deuxième invité était lui aussi présent vendredi soir à l'Olympia. Il a fait partie du jury du marin de l'année. Il a été directeur de l'équipe de France jusqu'à la précédente Olympiade et est désormais le directeur technique national de la Fédération française de voile. Il s'agit de Guillaume Quilino. Salut Guillaume. Bonjour Axel, bonjour à toutes et à tous. Eh bien messieurs, avant de revenir sur cette belle soirée parisienne vendredi dernier, Jean-Baptiste, un petit mot. Tu es, comme je disais en introduction, aux Étoiles du Sport à Tignes. Est-ce que tu peux nous expliquer ou rappeler à ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent déjà en quoi consiste cette manifestation qui fête, je crois, cette année sa 21e édition? C'est ça, les Étoiles du Sport, c'est avant tout la rencontre entre beaucoup de sportifs et beaucoup de partenaires du monde sportif, comme la Française des Jeux. Enfin, on va pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de sponsors, mais en tout cas, c'est une fête du sport. En fait, on se retrouve. Moi, c'est ma première édition, donc je découvre aussi un petit peu. On a beaucoup d'activités, on a beaucoup de conférences. On rencontre des experts du climat, par exemple, ce matin. Voilà, et puis tout ça dans un cadre assez incroyable. On est au Club Med de Tignes, donc on a accès aux pistes quand on a un peu de temps libre. Mais comme tu l'as compris, on n'a pas beaucoup de temps libre, les parrains et les filleuls, parce qu'en fait, le concept, c'est de venir avec une personne qu'on a choisie comme étant une espoir ou un espoir. Moi, j'ai choisi Louise Cervera, qui fait le même support que moi et qui a fait un beau dernier mondial. Voilà, on devait venir avant le Covid et puis ça a été annulé, donc on a remis ça. Et puis à la fin de la semaine, il y a une étoile de la semaine qui est déterminée et qui part avec une bourse FDJ, donc qui va avoir un petit coup de pouce pour lancer sa carrière de haut niveau. D'accord. Et Louise, tu l'as choisie pourquoi? Tu la connaissais? C'est ça, Louise, déjà on se connaît parce qu'on arpente un peu les mêmes plans d'eau et puis surtout on s'entraîne ensemble en préparation physique. Elle est canoise. Et donc voilà, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est vraiment une personne que j'apprécie parce qu'elle a le couteau entre les dents, elle a un très bon esprit et puis voilà, elle en veut, donc ça me paraissait logique que d'emmener Louise. Et elle prépare aussi, elle prépare aussi les jeux. Elle est dans quelle, raconte-nous un petit peu ce qu'elle fait actuellement, quelle est son activité sportive. C'est ça, en fait, elle est presque un peu trop avancée pour les Étoiles du Sport parce que elle est déjà, elle fait 12e au dernier championnat du monde, donc c'est de laser, enfin d'Ilka 6 pour le coup. Et donc elle est déjà très avancée, mais en fait quand je l'avais choisie, elle venait juste de passer, donc avant le Covid, elle venait juste de passer dans la catégorie. Elle était une jeune avec plein de promesses devant elle, et puis aujourd'hui elle est en train d'essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques, donc c'est déjà une athlète aguerrie, on va dire. Bon, donc tu n'as pas eu le temps de rester très longtemps à Paris, tu as enchaîné directement sur Tignes. Exactement, j'ai profité du dernier train encore en activité. Bon, écoutez, revenons maintenant tous les deux sur cette élection du marin de l'année 2022. Guillaume, comme je disais en introduction, tu faisais partie du jury en tant que directeur technique national de la fédération. Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont déroulés les débats? J'ai l'impression que ça a été particulièrement serré cette année. Oui, j'avais la chance de faire partie de ce beau jury qui s'est tenu à l'Assemblée nationale à l'invitation de députés Jimmy Pain et Claire Pitola. C'était
un cadre très sympathique pour réfléchir à ça et au choix du marin de l'année. Difficile parce que mais je pense que j'ai un petit peu l'habitude de ça, ayant été membre du comité de sélection pour les Jeux Olympiques de la Fédé de voile les 8 dernières années. Le panel, en tout cas les 6 nominés, avaient toutes et tous un super niveau, et c'est vrai que c'est difficile de choisir. Notre sport regroupe maintenant des disciplines qui vont du kite et de la wing, si on prend ce qui fait partie de la glisse, enfin une partie de la glisse, hein, parce que bien évidemment il y a la planche à voile, et notamment on avait 2 nominés en planche à voile, et puis bien sûr jusqu'à la course au large, en passant par les dériveurs et toutes les disciplines olympiques. Et là effectivement on revenait tous, entre guillemets revenait parce que je n'y suis pas allé, mais de la route du Rhum. Et donc forcément les projecteurs médiatiques étaient c'est bien normal sur cette course magnifique de la route du Rhum, et donc le jury avait à choisir entre des profils très différents, avec aussi Pauline Courtois qui a fait et son équipage qui ont fait une saison complètement dingue en match race féminin. Charles et Caudrelier et Thomas Ruyant pour leur victoire dans la route du Rhum, et évidemment JB pour ce titre historique, hein, faut pas avoir peur de le dire, puisque c'est justement jamais arrivé à un Français de devenir champion du monde d'île cassette ou laser. On n'a qu'à employer les 2 termes parce qu'il y en a un qui est un peu plus populaire que l'autre. Et la dernière fois, c'était en 94, je crois, un certain Pascal Lacoste, et c'était le tout début du laser olympique, puisque le laser allait être au jeu pour la première fois en 96. On a aussi Thomas Le Breton qui a dû faire une grosse performance sur un mondial, mais c'était pas un mondial de classe, ce fameux mondial qui se tient qu'une fois par an et qui regroupe les meilleurs de la planète. Donc ce qu'il y a de sympa dans le laser et d'impressionnant, c'est que c'est notre discipline universelle. Quand je dis notre, je parle des 10 disciplines olympiques. C'est la discipline ou les disciplines, si j'ajoute le laser radial, qui assure l'universalité de la voile. Donc sur le mondial que gagne JB, il y avait 47 nations représentées sur 126 participants, et dans les 10 premiers, il y avait 9 nations différentes. Donc c'est une discipline qui est pratiquée quasiment dans le monde entier parce qu'elle est accessible, et du coup ça donne une véritable adversité. Ouais, c'est finalement et donc je crois qu'il y a eu un 2e tour de scrutin qui s'est joué à une voix avec Charles Caudrelier. C'est un peu ce côté historique, cette côté performance jamais réalisée qui a fait pencher la balance en faveur de Jean-Baptiste. Oui, c'est sûr que donc si on revient sur la performance de Charles, c'est sûr que pulvériser, c'est pas battre, c'est pulvériser le record de la traversée sur une machine complètement extraordinaire, seul à bord, forcément c'est un exploit remarqué et remarquable. Et effectivement en face on avait la performance de JB, et je crois que oui, le fait que c'est jamais été fait, que JB cherche cette victoire depuis longtemps, hein. Moi c'est effectivement quelque chose que j'ai dit au jury. JB il a 2 grands objectifs, il les dira mieux que moi, mais c'est le titre mondial et la médaille olympique, voire le titre olympique, j'espère, JB. Et du coup cette année il a coché un de ces 2 grands objectifs, et je trouve que c'était extraordinaire, et qu'il puisse être honoré comme marin de l'année. Je connais
très bien JB, et je pense que c'était important pour lui. Le titre mondial, c'est quelque chose qui était important, mais la reconnaissance de ses pairs, des journalistes qui ont voté, lors de cette belle soirée, on voit qu'à l'applaudimètre, il méritait largement ce titre de marin de l'année. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose d'important pour lui, et je suis content, je suis fier qu'il ait pu ramener ce titre chez lui. Bon, on va demander maintenant à l'heureux élu ce qu'il en pense. Jean-Baptiste, est-ce que c'était déjà une surprise pour toi? Est-ce que tu t'étais imaginé marin de l'année compte tenu de ta saison, ou tu t'y attendais? Quel a été un peu ton sentiment immédiat quand Antoine Albo, le président du jury, a annoncé que c'était toi le marin de l'année? Bah déjà, ça a été une vraie surprise parce que je l'ai pas su avant. Il paraît qu'il y a eu des fuites. Moi, j'avais pas mon téléphone, donc je l'ai découvert vraiment sur la scène, et ça avait une vraie saveur que de pas savoir, parce que, comme je l'ai dit, enfin, tous les marins, enfin, Guillaume vient de le rappeler, tous les marins qui sont autour de moi, c'est pour moi des très grands. Ils ont tous fait des performances incroyables. Il y en avait même dans le public, hein, de ces personnes-là qui ont fait des performances incroyables. Donc, je croyais en mes chances, parce que le championnat du monde de laser, voilà, enfin, pour moi, hein, c'est toujours pareil. Pour moi qui ai grandi avec cet objectif de mondial de laser, j'ai pu aller quelques fois dans la maison de Robert Scheidt, qui est un peu la légende de mon support. Et il avait toutes ses plaques, parce qu'il l'a gagné 10 fois, lui. Donc, il avait toutes ses plaques alignées le long de son mur, et enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que les noms que je capte aussi sur cette plaque sont assez incroyables, et ça fait très longtemps que je cours après. Donc, comme l'a dit Guillaume, c'est un de mes deux sommets, hein, de ma carrière. J'ai vraiment à cœur les Jeux Olympiques, mais le championnat du monde sportivement, pour moi, c'est vraiment la compétition la plus dure de mon support. Donc voilà, j'étais certain que je méritais ma place sur scène. Après, il y a un jury, hein, donc c'est difficile d'appréhender les autres performances, parce que voilà, c'est des grands marins, c'est complètement d'autres disciplines, c'est très compliqué à comparer. Donc voilà, ça a été une vraie surprise. Et comme le disait Guillaume, en plus on sortait de la traversée, hein, jusqu'à la Guadeloupe, cette belle route du Rhum, et ils nous ont fait vibrer, parce que moi j'ai suivi à fond, et c'est sûr que les projecteurs à ce moment-là étaient quand même tournés vers la course au large. Ouais, tu parlais du Brésilien Robert Scheidt, 10 fois champion du monde de laser. On peut aussi citer Ben Ainslie, Tom Slingsby. Il y a eu plusieurs. Oui, vas-y. Ben Ainslie, je suis ex-aequo avec lui, hein. Ben Ainslie, il a gagné qu'une fois. Voilà, exactement. Non, bon, il a quelques médailles autour du cou, par contre. Il a quelques médailles d'or olympiques autour du cou, c'est clair. Comment tu prends cette récompense? Guillaume disait que c'était aussi important, ça, la reconnaissance de tes pairs. Est-ce que tu le prends aussi comme ça? Bien sûr, en fait, on a tous des motivations un peu profondes, et moi j'avais envie de marquer mon sport, et voilà, de mettre mon nom sur cette belle coupe. Alors, on est d'accord que c'est pas une performance sportive en elle-même, parce que j'adore le sport aussi, mais par contre c'est une vraie reconnaissance, et ça me fait plaisir de me rendre compte que cette performance, elle est pas chère qu'à moi-même, c'est aussi une vraie performance dans le monde de la voile. Et voilà, c'est une vraie fierté que d'avoir été élu marin de l'année. Guillaume, je crois que c'est la 7e fois, je crois qu'un marin olympique reçoit ce titre de marin de l'année sur une vingtaine d'éditions, donc c'est à peu près une fois sur 3. C'est important aussi en France, on est quand même un pays très course au large, où on met beaucoup en avant la course au large. C'est important que régulièrement de rappeler aussi que les athlètes olympiques font un sport très difficile, que gagner des médailles, gagner des titres dans les grandes épreuves internationales, c'est pas donné à tout le monde. Je crois que c'est capital. Alors, il faut surtout pas opposer ces mondes-là, hein. Cette soirée, elle est vraiment merveilleuse, et tous les gens qui ont été honorés ce soir-là le méritent amplement. La course au large, c'est quelque chose qui est capital pour nous, et donc c'est génial qu'on fasse la part belle à cette partie-là de notre sport. Oui, donc j'ai les mêmes chiffres que toi, donc on a compté pareil, je crois 14, 6 ou 7 pour la voile olympique, et une pour les autres disciplines de haut niveau, une seulement pour l'instant, donc pour Antoine Albo, qui était donc le président du jury cette année, très bon président d'ailleurs.
Donc voilà, on aura aussi je pense à honorer des performances dans tout ce qui est glisse, extrême glisse, parce qu'il y a vraiment des choses brillantes. Mais oui, la voile olympique, c'est aussi l'ADN de notre fédération, suivant même les endroits, les personnes avec qui on discute, c'est la partie essentielle de notre fédération. Hein, donc moi une fois qu'on va se quitter, je vais passer 3 heures avec l'Agence nationale du sport à parler Jeux Olympiques. Et effectivement, les marins de la voile olympique consacrent toute leur vie, ils dédient l'ensemble de leur journée. Ben voilà, on m'attaque ce matin à 7h30 avec JB. Je sais pas, JB, si t'es déjà allé courir un petit peu avant ou pas, mais ils ont des journées extrêmement longues, dédient leur vie à ça. C'est de plus en plus médiatique et merci d'y participer. Mais voilà, ça reste en chemin. La chance qu'on ait les Jeux Olympiques chez nous dans un petit peu moins de 600 jours nous aide dans la médiatisation de ces championnes et de ces champions. Et je trouvais aussi qu'il y avait ce clin d'œil à faire un petit peu, voilà, pour montrer notre proximité avec les Jeux Olympiques, parce que je trouve que pour l'instant la France n'a peut-être pas encore assez embrassé ces Jeux Olympiques, n'a peut-être pas assez mesuré la chance que nous avons d'avoir les Jeux Olympiques chez nous, et donc je trouvais que c'est aussi ce clin d'œil de choisir un marin olympique comme marin de l'année 2022, c'était un bon signal à envoyer pour notre proximité au jeu, et puis pour voilà, continuer la médiatisation et rendre hommage à ces performances extraordinaires, parce que bon voilà, on est là pour parler de JB aujourd'hui, et encore une fois devenir champion du monde de laser avec des nations qui ont une très très forte tradition de ce support-là, c'est vraiment une superbe perf, quoi. Et puis aussi ça tord un petit peu le coup à certaines idées, voilà, qu'en France le laser on peut pas y arriver. Ça fait des années que JB y arrive très bien, il a été vice-champion du monde en 2016, il est toujours dans les 10 premiers. Et puis là, cette fois, il est allé chercher le Graal, quoi. Mais c'est aussi montrer que l'ILCA 7 ou le laser, c'est pas réservé aux Australiens, aux Néo-Z et aux Anglais. Justement, faisons un petit retour quelques mois en arrière, JB, et ce championnat du monde au Mexique qui a eu lieu fin mai, si je me souviens bien. Qu'est-ce que tu gardes un peu de cette compétition? On parle parfois pour certains marins, parlent parfois d'une espèce d'état de grâce qui leur permet de gagner. Est-ce que tu as connu un peu cet état de grâce sur cette compétition, ou est-ce que ça a été un titre difficile, forcément difficile, mais comment tu te souviens de ce championnat du monde au Mexique? Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu un début de championnat qui ressemblait un peu à ce que je faisais depuis quasiment 5 ans, 6 ans. Donc, j'ai commencé par bien naviguer, construire bien mon championnat. Et en fait, la vraie bataille, elle a duré à la fin, parce que j'ai pas eu l'impression de me battre par rapport aux autres. J'ai l'impression de me battre plus par rapport à moi. Ça fait quelques années que je rate le titre à pas grand chose, sur une manche, à une BFD, 2 jours avant la fin ou le dernier jour. Et en fait, sur ce mondial-là, peut-être avec des nouvelles idées grâce à mon nouvel entraîneur Nico, mais en tout cas, le dernier jour, j'avais, pour reprendre son expression, j'avais un penalty à tirer sans gardien, parce que j'avais quelques points d'avance. Et la première tentative, j'ai quand même réussi à la mettre dans les gradins. Avec une BFD, et en fait je pense, et ça me fera pas gagner peut-être pas toutes les régates jusqu'aux Jeux Olympiques, mais je pense que ce qui a suivi, ça a été un peu ric-rac en termes de timing pour faire la dernière course du jour. Et en fait, dans ces cas-là, on est assez tenté de se dire, pourvu qu'elle ait pas lieu, je suis champion du monde. Et en fait, à 5 minutes près, en gros, on n'avait pas le droit à un rappel général. Donc il a réussi à envoyer la manche, et cette manche-là,
Je fais exactement ce que j'avais prévu sur la première en fait, hein, mais j'avais un top 7 à faire pour être sûr d'être champion du monde et je fais un top 7 sur cette manche-là. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'aller gagner mes Jeux Olympiques. Pardon. J'ai vraiment eu exactement non, j'ai eu vraiment la sensation de gagner ces championnats du monde et c'est vraiment une victoire sur moi-même plus que sur mes adversaires parce que je pense que vélistiquement parlant, enfin, dès le début du championnat, j'étais vraiment dans le match, mis à part la première manche où à la fin, je me dis quand même qu'est-ce que je fous là. Je venais de faire 19e en me sentant pas très rapide et ça a été très très dur et là je passe l'arrivée, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, ça va être dur, je suis très loin de mes objectifs. Bon après voilà, c'est une course sur les 12 qu'on a couru. Donc on s'est bien remis dedans et derrière il n'y a pas eu de faux pas et jusqu'à la fin où voilà, je me suis vraiment fait violence et je pense vraiment avoir passé un petit cap parce que ces petits points durs qu'on peut appeler mentaux ou ouais mentaux tout simplement, ben plus ils durent dans le temps et plus ils sont durs à sauter au-dessus. Et là, ben j'ai eu une belle opportunité de le faire. Nico m'a aidé et voilà, ça s'est bien fini. J'espère que ça va m'aider pour la suite en tout cas. Ouais, je me souviens, on s'était parlé, en juin, juste après, ce titre. Tu m'avais parlé aussi de soulagement. Pourquoi du soulagement? On rappelle, hein, que tu fais du laser depuis des années et des années. Tu as commencé en équipe de France, je crois qu'il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Est-ce que c'est un soulagement pour tout ce que tu as fait avant, d'être, enfin récompensé? Comment est-ce que tu peux expliciter un peu? Ben c'est un soulagement. Alors déjà, j'étais très fier des performances que j'avais déjà réalisées. J'ai été vice-champion du monde, comme l'a dit Guillaume. J'ai beaucoup de podiums en Coupe du Monde. Enfin, j'avais jamais eu à rougir de ma carrière, mais il me manquait vraiment ça fait très longtemps que j'ai envie d'être champion du monde. Enfin, comme tous ceux qui pratiquent le laser à haut niveau, j'imagine. Mais en fait, le soulagement, il vient du fait que je savais que j'en étais capable mais je l'avais jamais fait. Donc en fait, il y avait toujours cette petite étape qu'il fallait concrétiser en fait. Donc j'avais l'impression d'avoir le niveau vélistique, j'avais l'impression de mettre le travail qu'il y avait besoin pour y arriver, mais ça tombait jamais. J'étais jamais très loin, mais voilà, j'ai l'impression au début, je me disais putain, j'ai pas de chance. Et puis le temps passe, et puis en fait, c'est pas de la chance, c'est ce qu'on met en place pour y arriver. Et donc là, le soulagement, c'est que ben je sais que j'en suis capable, donc et c'était aussi tout l'enjeu de cette préparation olympique. Elle était courte et j'avais pour consigne à moi-même, c'est que si je veux gagner une médaille olympique, il faut que j'arrive à passer ce petit cap. Et donc j'avais coché ce mondial-là, j'avais coché cette date-là pour le faire sauter, ces petits points durs des derniers jours. Et ben voilà, c'était chose faite. Donc je suis vraiment soulagé parce que maintenant j'attaque ma campagne olympique où il n'y a plus qu'un seul objectif, les Jeux Olympiques. Alors même si les championnats du monde, on va les faire à fond. J'espère même être champion du monde encore. Mais le gros objectif, ça reste les Jeux Olympiques et c'était une vraie étape, une étape super importante. Guillaume, tu le disais, hein, tu connais JB depuis longtemps. Tu as été longtemps aussi directeur de l'équipe de France. Est-ce que finalement ce soulagement, il est partagé par toi? J'imagine que toi aussi, tu sentais que Jean-Baptiste était capable d'aller chercher ce titre mondial. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci selon toi, vu un peu de l'extérieur? Alors dans la haute perf, les différences, elles sont parfois vraiment faibles. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que JB, le potentiel, il l'a depuis très longtemps. Hein. On l'a rappelé tous les deux, vice-champion du monde en 2016, et je pense qu'il l'avait déjà avant. Il est reparti. Moi, je me souviens d'une conversation avec JB après les Jeux. On est encore à Tokyo. On évoque un peu la suite. Il a beaucoup réfléchi, JB, beaucoup discuté avec Philippe Pourniac, le directeur de l'équipe de France. Beaucoup discuté avec ses entraîneurs et donc il y a l'arrivée de Nico Lebert, puisque c'était vraiment un entraîneur avec lequel JB souhaitait travailler depuis longtemps. Donc ça, c'était une vraie motivation. Et je crois que le déclic, c'est d'y croire encore plus, quoi. Voilà, JB il parle assez librement
décrit un combat contre lui-même. Je crois que c'est qu'il était prêt. Il était prêt à gagner ce combat et à se montrer à lui-même. Ce que tout le monde sait, c'est qu'il est capable d'être champion du monde, quoi. Donc voilà, je pense qu'il était prêt, il était mûr. Ça a peut-être pris un petit peu plus de temps que chez les autres champions. Faut rappeler qu'il y en a plein qui sont jamais champions du monde. Et donc ouais, la maturité, l'envie de briller à la maison. D'avoir les jeux chez soi, ça peut galvaniser, je devrais dire en tant que DTN, ça doit galvaniser parce que ça peut tétaniser certains, et à l'inverse, JB il a dit tout à l'heure qu'il souhaitait marquer l'image de son sport. Quoi de plus beau que de marquer son sport sur des grandes compétitions à la maison. Donc je pense qu'il s'est relancé dans cette préparation olympique après y avoir réfléchi pour les bonnes raisons, avec beaucoup d'envie sur le laser, sur l'île cassette, mais aussi une pratique sur d'autres supports, en match race notamment, donc ce qui lui permet de peut-être pas avoir de lassitude sur ce bateau très exigeant physiquement qu'est l'île cassette, et de continuer à apprendre d'autres choses, d'être en équipage, donc de développer d'autres compétences, ce qu'il a brillamment fait aussi cette saison. Ouais, on va en reparler justement avec toi, JB, du match racing, mais juste avant, un petit mot sur l'importance aussi du coach. Tu as beaucoup souligné l'importance du travail que tu as fait en amont de ces championnats du monde avec Nicolas Lebert. Ancien spécialiste de 470, qu'est-ce qui t'a apporté concrètement? Je peux prendre un exemple, mais en fait, déjà, on a eu une saison assez courte en termes de préparation, parce que même si on se connaissait, on a eu besoin de poser nos marques, et pour ça on a fait un peu commando. Donc de fin janvier jusqu'à fin avril, on était dans la prépa que du championnat du monde, qui était un tout petit peu décorrélé des Jeux Olympiques parce qu'il y avait une grosse pause, on va dire, derrière, avec un peu moins de laser, mais en tout cas jusqu'au championnat du monde, on avait besoin de trouver nos marques, de prendre de la confiance dans nos discussions. Ce qui m'a emmené, c'est l'authenticité, en fait, de l'honnêteté, et en fait il y a rien de mieux pour résumer tout ça que mon deuxième jour du championnat du monde, je finis ma journée en passant en tête du championnat, donc avec 3 manches dans le top 5, il me semble, et donc je passe premier du championnat le soir du deuxième soir. On est en qualification, il reste une journée de qualif et après on passe en finale, donc avec les 50 meilleurs qui se battent entre eux, quoi, avec moins de place. Et là, on rentre le soir. Moi, j'étais super content de ma journée avec 2 super manches. J'étais dans le coup, j'étais en train de construire mon championnat, c'était super. Et, et on fait un petit bilan, et puis il me dit on sera pas champion du monde comme ça. Alors là, moi, je me dis, mais de quoi il me parle? Je viens de faire une super journée. Et je dis, alors, mon intelligence à ce moment-là, c'est grâce à la confiance qu'on a créée à ce moment-là, c'est que je me dis, bon, ok, si tu veux, et alors propose-moi quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es pas content? Il me dit, ouais, les départs, on sera pas champion du monde en faisant des départs comme ça. Et c'est quand même un thème récurrent, je pense, pour tous les laséristes, mais moi, depuis des années, je bataille un peu sur les départs. Et là, il me dit, voilà, on va tenter d'être soit plus précis, soit d'attaquer un peu plus sur les bordures. Demain, c'est un jour de qualification, on peut encore essayer des choses. Il y aura moins de densité, disons, sur la ligne de départ. Allons-y, essayons, parce que il va falloir le faire avant les finales. Faut pas qu'on découvre ce problème pendant les finales. Et donc le lendemain, je pars sur l'eau avec cette idée en tête, et je fais mes 2 départs les plus agressifs qui payent, parce que derrière, je fais 2 super manches. Et en fait, ça me lance complètement dans la stratégie du mondial, où le départ était très important. C'était pas un bord obligatoire, mais pas loin. Et donc, le départ était vraiment primordial. Et vu que je m'étais déjà mis dans la tête que c'était hyper important, les finales, elles ont glissé, en fait. Et donc ça, c'est une des belles images qui montre que, en fait, il m'a emmené de l'authenticité, mais en même temps, il fallait créer un état de confiance avant ça, parce que un coach qui vous d'ailleurs, le matin, il était pas fier, parce que le matin, en se réveillant, le lendemain, il me dit bon, j'ai peut-être été un peu fort hier soir, fais attention quand même, les black flags, ça peut aller vite. Donc c'était
Voilà, c'était une belle preuve de confiance que de rester ouvert à ce moment-là quand il me parle. Et cette confiance, en même temps, j'ai envie de dire, elle s'est créée parce que voilà, comme l'a dit Guillaume, j'avais envie de travailler avec lui. On a eu un super hiver hyper productif. On a réussi à revenir parce que j'avais une grosse pause quand même après les Jeux. Et donc, on a réussi à revenir au niveau vélistique et puis en même temps à créer notre relation de coach entraîné et coach coureur. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. Et Nico, il s'est positionné exactement là où j'ai besoin de lui, c'est-à-dire, c'est la tête froide de mon projet quand je déraille, tout simplement. Donc, il tient les clés un peu de mon projet autant que moi. Bon, bah, c'est un beau tribute, comme on dit, à ton entraîneur. C'est vraiment important les entraîneurs, on en reparlera tout à l'heure avec Guillaume. La suite, pour toi, Jean-Baptiste, sur cette année, bah, il y a eu, aussi une victoire aux Jeux méditerranéens. Tu as été sacré champion du monde, militaire à Brest, à peine, rentré du Mexique. Et il y a eu surtout aussi une belle campagne en match racing, sur le World Match Racing Tour, aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment déjà tu avais monté ce projet et comment ça s'est passé là-bas? Je crois que vous avez gagné, vous avez terminé sur le podium il y avait 4 épreuves. Je crois que vous avez terminé sur le podium de 2 ou 3 épreuves et notamment gagné une, si je me trompe pas? Exactement. En fait, le match race, pour moi, déjà, faut remonter un peu dans le temps. C'est l'activité qu'on faisait quand il faisait trop froid pour faire du laser. Moi, j'ai grandi au pôle d'Antibes et on avait la chance d'avoir ce pôle de match racing avec des gens comme Lionel Van der Hoeven, je sais pas si des gens se rappellent, qui est décédé, qui a navigué sur Ville de Paris, qui nous a mis un peu le pied à l'étrier parce que sur les mois de décembre et janvier, on faisait le parti, c'était l'idée de mon entraîneur de l'époque, Lionel, de couper pour remettre des bases dans les sensations quand on allait reprendre en février. Et donc, on faisait 2 mois de match racing. Et donc, je fais ça depuis que j'ai 15-16 ans, quoi. Donc, on a appris à tous les solitaires qu'on était, c'est-à-dire tout le pôle de laser, on était 5-6, et ben, on s'était réparti les tâches sur ce bateau à quille, hein, et on a appris à naviguer sur des bateaux un peu plus gros et à faire ce magnifique jeu que le match racing. Et depuis, dès que j'ai un peu de temps dans mon planning, j'essaie de m'organiser pour faire les championnats de France. Donc, on a gagné une fois en jeune, on a gagné 2 fois en senior. Voilà, c'est vraiment une histoire longue, le match racing, mais j'arrive pas à en faire aussi professionnellement que certains. J'arrive pas à faire une année complète, donc je suis obligé de prendre des gars qui sont déjà bien rodés sur le gros bateau. Donc j'ai une équipe qui est devenue aussi, c'est devenu aussi mes amis. Hein. Et l'année dernière, quand on a regardé le planning avec le championnat du monde qui était au mois de mai, on s'est dit que ça nous laissait une belle fenêtre sur l'été, plutôt que de faire une pause et de partir en vacances. On s'est dit qu'on allait partir en vacances tous ensemble pour aller faire du match racing aux US. Donc il y a une belle tournée avec 4 épreuves, une à Détroit, une à Chicago et 2 à New York. Donc c'est un tour qui est prévu pour les enchaîner. Hein. Ils appellent ça le Grand Slam. Ouais. Et voilà, ça a été super riche parce qu'on était rarement sortis de France pour faire du match racing. Et là, on a rencontré différents équipages de différentes nations avec différentes manières de naviguer. On a eu des jurys aussi qui arbitraient différemment. D'ailleurs, je veux faire un hommage aux arbitres français parce que on a la chance d'avoir de très très bons arbitres en France et on a été très déçus de la qualité de l'arbitrage américain. Et donc, tout ça, ça nous a ouvert une belle porte parce que c'était pas du tout prévu, mais on a été invité à la finale du World Match Race Tour, qui a lieu du 13 au 18 décembre en Australie, à Sydney. Et donc, on a dû trouver un peu de sous quand même pour y aller. Et merci à la fédération de nous aider à nouveau dans ce nouveau projet. Et donc, on part. Donc, moi, je vais pas faire la fin des étoiles du sport parce que je vais redescendre et prendre l'avion pour aller à Sydney et défendre nos chances pour un nouveau titre mondial. Ça serait bien. Ouais, bah, là, tu vas vraiment te frotter à l'élite, du match race mondial, hein, parce que je crois qu'il y a un peu tous les meilleurs à Sydney. Normalement, ouais. Normalement, j'ai l'impression qu'il y a une belle brochette. Voilà, au pire, on apprendra. Hein, on perd jamais en match race, on apprend. C'est un jeu qui représente un petit peu ce qu'on fait nous aussi en flotte, mais un peu plus serré, un peu plus spécifique sur le règlement, mais ça m'amène c'est très complémentaire avec ma pratique parce que ça m'emmène beaucoup de sérénité dans les zones de contact en laser, parce que du coup, je sais où j'en suis, je sais si j'ai le droit, pas le droit. Voilà, c'est très très important. Et puis ça emmène aussi une certaine, je sais pas comment dire, aura auprès des juges, parce que c'est les mêmes qu'on a en match racing, c'est les mêmes qu'on a
on flotte. Et quand il y a un cas entre je sais pas moi, même Robert Scheidt et moi, en fait, ils se disent bon bah JB quand même il touche déjà à ça en match racing, et donc il y a de bonnes chances que ça se tourne vers moi, quoi. Oui, ils se souviennent du grand blond, quoi. C'est ça. Non, c'est bien, c'est important. Guillaume, justement à la fédération, est-ce que vous encouragez un peu les athlètes olympiques à aller toucher d'autres supports, ou est-ce que là, avec la perspective des Jeux de Paris 2024 qui sont vraiment une priorité, j'imagine absolue, à la fédération, vous leur demandez de se focaliser uniquement sur leur support? Quelle est un peu la politique suivie à la fédération de ce côté-là? Philippe Bourniac, donc le directeur de l'équipe de France, est complètement convaincu de cette double pratique. Enfin, donc là en l'occurrence c'est du match race, mais ça peut être pour des planchistes. Par exemple pour un Nicolas Goyard d'aller faire la PWA. Donc avec PH on est convaincu que c'est une bonne chose de s'ouvrir à d'autres supports de haut niveau, avec bien sûr la limite qu'il faut pouvoir faire le volume nécessaire dans sa discipline pour laquelle on se prépare pour les Jeux. Donc bien sûr c'est pas à la place d'eux, mais plutôt en plus, quoi. Et ça va dépendre de l'âge des athlètes, forcément. Sur un athlète aussi mature que JB, avec toutes les heures de laser qu'il a dans les jambes, il y a peut-être besoin de faire un petit peu moins de spécifique, et puis le spécifique faut le faire peut-être à certains moments. Donc oui, nous sommes convaincus de la richesse d'aller faire d'autres supports de très haut niveau. C'était d'ailleurs le projet un petit peu initial pour Quentin et Kevin quand ils étaient sur CLGP. Bon, finalement, c'est devenu le projet unique. Mais Amélie Rioux, par exemple, fait du FX et un peu de CLGP. Voilà, donc à chaque fois que c'est possible, on pense que ça enrichit les sportifs et le parcours de certains grands champions. Hein. On parlait de Ben Hensley tout à l'heure. Voilà, après ils sont quelques-uns à avoir réussi à faire la coupe et les Jeux Olympiques, et par contre c'est sûr que ça met des volumes complètement incroyables. Donc faut pouvoir le tenir aussi, hein. Tout le monde n'est pas forcément capable d'enchaînement comme ça, parce que je crois que JB, quand il est rentré de son championnat du monde, il est d'abord allé gagner un championnat du monde militaire de match race justement, puis après les Jeux Med. Donc ça fait des enchaînements vraiment importants, mais ça apporte un véritable plus. Et il a enchaîné aussi en octobre avec les championnats d'Europe d'Île-Cassette à Hyères. Ça s'est un petit peu moins bien passé. Jean-Baptiste, tu fais 10e européen et 13e, je crois, au scratch. Qu'est-ce qui a moins marché à Hyères? C'est assez simple, hein. On n'était pas aussi près. Comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses cette année, et en fait, le championnat d'Europe, pour la petite histoire, mon entraîneur m'avait dit que j'étais pas forcément obligé d'y aller. Mais bon, on avait un championnat d'Europe à la maison, et puis ça nous permettait de faire un petit état des lieux avant de rattaquer l'hiver. Maintenant, un championnat d'Europe, faut le faire à fond, donc on l'a fait à fond. J'ai pas été très très à l'aise dans les vents de terre. On a eu des conditions assez, j'irais pas jusqu'à dire aléatoires, mais assez compliquées. Et c'est pas souvent qu'on tombe sur ces conditions-là à Hyères. Et là, on était en entrée d'hiver, donc on a eu deux journées un peu compliquées. Moi, je suis passé complètement au travers d'une d'entre elles, et j'ai été trop moyen sur le reste du championnat pour espérer gagner. Mais ça s'est vraiment dégradé le dernier jour, et j'espérais quand même être mieux que ça. Mais, Guillaume, on va faire juste un petit bilan sur cette année olympique. On rappelle, hein, c'est une Olympiade plus courte en raison du décalage des Jeux de Tokyo, donc 3 ans pour préparer les Jeux de Paris 2024, même si j'imagine que la préparation avait commencé en amont. Quel est un peu le bilan pour la France de cette première année de l'Olympiade qui nous mène jusqu'à Paris 2024? Eh bien, écoute, il est excellent. Quand c'est comme ça, il faut le dire. Le critère le plus objectif pour s'évaluer d'une année sur l'autre, c'est les podiums sur les championnats du monde.
puisque ça correspond globalement au podium sur les Jeux. Donc l'année dernière, 3 podiums aux Jeux Olympiques. Cette année, 4 podiums sur les championnats du monde. En plus de la médaille d'or de JB, on a eu l'argent avec Lauriane Nolo en kite. Axel Mazella a pris le bronze en kite homme. Et puis Camille, pour son retour à la compétition, Camille Lecointre, associée à Jérémy Millon, sont allés chercher le bronze en 4-7. Donc ça nous fait 4 médailles. Ça nous met seulement 4e au rang des médailles, si je peux dire seulement, parce que on a qu'une médaille d'or et ça se joue à l'or d'abord. Par contre, en nombre de médailles, il y a que 2 nations qui en font 4 cette année, c'est les Hollandais et nous. Les Hollandais et nous, ça fait un moment que depuis que je fais des comptes, en tout cas depuis 2014, on se tire la bourre. 2014, c'était Santander, c'était le championnat du monde groupé à Santander. Première nation la France, deuxième nation la Hollande. 4 ans plus tard, Arus, championnat du monde groupé, première nation la Hollande, deuxième nation la France. Donc voilà, on est des habitués depuis quelques années de ces hautes marges du podium. Donc voilà, une année excellente et je pense c'est bien de le dire. On peut vite s'enflammer après combien de médailles on peut faire. Voilà, l'année dernière 3 aux Jeux Olympiques, c'était très bien. 4 cette année, c'est tout aussi excellent. On a d'autres séries qui étaient vraiment pas loin du compte et puis qui ont fait un mondial un petit peu moins bien, ce qui ne permet pas de faire un score complètement historique. Et je pense notamment à la planche à voile avec les IQ hommes et femmes qui sont quand même champions d'Europe cette année. Sur l'ensemble de l'équipe de France, on a brillé en étant première nation à Palma, première nation à Hyères. Première nation sur les championnats d'Europe et aussi sur les Jeux Med avec on parlait de la victoire de JB mais également de Marie Baruet en ILCA 6 et d'Hélène Noesmen en IQ et puis Tom Arnoux qui a fait deuxième en IQ aussi. Donc ouais, non, une année pleine. Effectivement, tout ça un peu dans un sprint. On est à 598 jours des Jeux. D'habitude, tu le disais tout à l'heure, mais une PO ça dure 4 ans. Quand on arrive au bout de 2 ans, on se dit waouh, c'est déjà allé très vite. Et là, on est déjà nettement sous cette barre des 2 ans. Tout va s'enchaîner très vite l'année prochaine avec un événement majeur, le Test Event, donc la répétition générale des Jeux Olympiques qui aura lieu du 9 au 16 juillet sur le plan d'eau olympique à Marseille et ça marquera notre objectif majeur de la saison avec aussi Palma hier pour s'habituer à perfer sur des plans d'eau méditerranéens et puis les championnats d'Europe. Il n'y a pas les championnats du monde dans 2023 ? Si, c'est une bonne remarque. Il y a les championnats du monde. World Sailing à La Haye, ça. Ouais, à La Haye. Nous, on le mettra pas en haut de nos objectifs parce que donc on a la chance cette fois d'être qualifié dans les 10 disciplines olympiques. Il faut néanmoins valider ce ticket en allant prendre part à une des épreuves de qualification. Donc, on sera bien présent à ce mondial-là. Ça nous permettra de valider notre ticket olympique. Un championnat du monde, ça reste évidemment important, mais en même temps, on peut pas courir tous les objectifs, quoi. Et l'objectif, c'est vraiment d'être les meilleurs sur le plan d'eau marseillais, c'est de passer du temps sur le plan d'eau marseillais, et vraiment l'objectif majeur, ce sera le test event plutôt que les championnats du monde qui se courront. Donc, on disait à Denag. C'est un endroit où il peut y avoir du courant, des grosses vagues. Ça peut être un plan d'eau, ça va être un plan d'eau très différent de notre plan d'eau olympique. Et donc, c'est bien de pas trop se perdre et de se dire que là où on veut perfer, c'est sur des plans d'eau méditerranéens et particulièrement à Marseille.
D'accord. Tu le disais, donc ça sera le grand objectif de la saison. On rappelle que donc l'équipe de France qui accueille les Jeux olympiques est qualifiée dans les 10 séries olympiques. Est-ce que quelque part la sélection interne, en tout cas pour les candidats à l'unique sésame olympique par discipline, va se jouer du coup sur ce test event de Marseille? Est-ce que c'est l'objectif que vous fixez à tous les candidats pour Paris 2024? Non, on l'a pas écrit comme ça, mais clairement, pour celles et ceux qui seront qualifiés pour ce test event, bah, l'objectif c'est de le gagner. L'objectif c'est de montrer que les Français sont les meilleurs sur ce plan d'eau. Je pense que voilà, j'y vais parler de déclic. Je pense que de montrer qu'on est les meilleurs à un an des Jeux, c'est capital. Parce qu'après il y a des notions voilà un peu de peur qui peuvent être mises en place. Il faut que les Français fassent peur, il faut que notre équipe de France fasse peur aux autres l'été prochain, et donc c'est l'objectif. Après il y aura un comité de sélection qui prendra ses décisions, et donc bien sûr que gagner ce test event, si je dis que c'est capital, forcément ça aura du poids, ouais. Bon, Jean-Baptiste, du coup, j'imagine que tu vas organiser toute ta préparation de la saison 2023 en fonction de cet objectif. Raconte-nous un peu quel est le programme pour toi. Là, c'est déjà en ligne de mire depuis un moment, puisque je vais être résident bientôt au Marseillais pour y passer beaucoup plus de temps. C'est effectivement une année où pour ma part, hein, le championnat du monde, il est important que parce que c'est un championnat du monde, mais la réalité c'est qu'on veut gagner sur le plan d'eau de Marseille maintenant. Je l'ai dit, c'est le grand objectif, ça reste les Jeux Olympiques. Donc je suis content d'entendre que ça sera pas une sélection forcément championnat du monde, ça c'est bien. Non, c'est vraiment un plateau complètement différent. Donc moi maintenant j'ai vraiment envie de me tourner sur Marseille. Sur le gros objectif, c'est de se sentir à la maison, c'est de comprendre chaque phénomène. Je sais pas si on va y arriver, hein, mais c'est un plan d'eau qui est pas loin de là où j'ai grandi. C'est la même mer, hein, c'est la Méditerranée, c'est le même Mistral qui m'a fait mal quand j'étais jeune au rappel et qui me fait toujours mal. Donc voilà, on va passer beaucoup de temps à Marseille. On est encore en train d'organiser un peu la saison. Donc nous on a un championnat d'Europe très tôt qui est sur un plan d'eau méditerranéen, mais côté italien. Donc c'est pas rien. On est obligé de le faire et de le faire bien parce que c'est encore une fois des conditions méditerranéennes qui ont rien à voir avec le côté, enfin, sont vraiment différentes du côté atlantique. Et donc après on va essayer on sait pas encore si on fait Palma, enfin ça c'est encore un petit peu flou, et après on fait bien sûr la SOF et le test event si j'arrive à me qualifier. D'accord. Tu t'entraînes dans un collectif? Est-ce que au sein de l'équipe de France, il y a d'autres laséristes qui te poussent, qui t'aident à te préparer? Comment ça se passe? Alors on a un beau collectif qui est en train de enfin qui est pas en train de se créer, qui est complètement créé avec Christophe Espagnon comme coach, avec bah, la relève, hein, les jeunes. Donc ils sont déjà bien en place de leur côté, ils ont pas besoin de moi, ils sont en train de franchir les étapes doucement. D'ailleurs, on a un jeune qui a fait une super perf là, je sais pas d'Europe, il a à peine 18 ans, il a réussi à rentrer sur le rond or. Donc peut-être la relève, ça serait bien. Donc non, de mon côté, quand on arrive à se joindre à eux, à leur programme, parce qu'on va pas leur demander l'inverse, on le fait volontiers. On l'a fait beaucoup à Marseille cet été parce qu'on s'appuie sur ce beau collectif qui est en train de monter. Par contre, pour la partie performance hivernale, on essaye de le faire avec des gars qui sont dans les meilleurs mondiaux, et on a créé un très très beau groupe l'année dernière avec qui on a fonctionné tout l'hiver. Donc il y a le Norvégien qui est médaillé de bronze, Thomas Guard, et Philippe Boul, l'Allemand qui est champion du monde en 2020. Donc voilà, on arrive à beaucoup échanger, à vraiment avancer. C'est la première fois que je travaille aussi proche avec des étrangers, parce que c'est toujours un peu délicat, ça reste des concurrents. Mais on a fermé le groupe à 3 en disant qu'on allait se répartir les médailles au jeu. Donc c'est un beau projet. Donc, tu t'installes à Marseille au retour de Sydney, là? C'est début d'année, ça y est, tu as trouvé ton appartement marseillais? Quasiment, ouais, j'ai investi grâce à mon frangin. On a acheté en SCI un appartement pas loin, à la Pointe Rouge. L'objectif est clairement de se sentir à la maison. Voilà. Donc au retour de Sydney,
Je vais faire mes bagages en grande partie et puis on va faire un peu d'hiver à Cascais en Espagne, à Cadiz pardon, à Cadiz en Espagne et après au retour de Cadiz on va très certainement planter la tente à Marseille. Guillaume, est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se passe du côté de Marseille? Est-ce que toutes les équipes de France sont sur place? Est-ce qu'il y a, j'imagine les travaux de la marina sont pas encore marina olympique sont pas complètement terminés. Comment ça se passe du côté de Marseille? Les travaux battent leur plein. Là, en ce moment, c'est c'est la folie. Les quelques fois où j'y vais, je passe beaucoup de temps à Paris en ce moment, peut-être un peu trop, mais par contre sur Marseille, ça avance bien. Le nouveau pôle nous est annoncé pour février, donc ça, ce sera le premier bâtiment qui sera terminé. Donc voilà, les travaux sont bien à l'heure et donc nous on aura un superbe outil pour préparer les jeux. C'est justement quelque chose d'important, hein, c'est le fameux héritage. Ça doit pas se limiter au seul bâtiment, mais les bâtiments c'est important. On va avoir un très bel outil pour préparer les jeux, pour faire de la voile dans le futur à Marseille et en Méditerranée. Donc ça c'est déjà une excellente nouvelle. Les équipes de France, elles sont de plus en plus à Marseille. J'ai été lundi il y a 15 jours et il y avait beaucoup de monde. La semaine prochaine à nouveau pas mal de monde. Alors évidemment décembre, janvier, c'est pas les meilleurs mois pour s'entraîner, mais l'idée de Philippe Mourniac et moi, c'est qu'en gros mai juin, on y passe un maximum de temps. On sera sur un climat proche de celui des jeux. On a gardé notre principe d'une cellule plan d'eau. C'est maintenant Gilda Philippe, donc l'entraîneur des 4-7, qui est en charge de cette cellule. Ça amène une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. À ses côtés, il a Nicolas Huguet, qui est un entraîneur qui connaît parfaitement bien le plan d'eau marseillais, et bien sûr David Lanier, notre météorologue, qui a déjà sillonné la baie avec ses équipements pour faire des mesures. On a toujours le soutien de Paul Yachkin et de Yves Clouet, là plutôt sur la partie vitesse des bateaux, mais évidemment tout le temps en lien sur cet aspect météo. Donc l'idée c'est que les équipes de France passent un maximum de temps entre maintenant et le test event, parce que finalement c'est le printemps et le mois de juillet, ce sera notre dernière un peu occasion de vraiment s'entraîner avant les Jeux. Après, il nous restera mai-juin l'année prochaine, bien sûr, mais c'est vrai que passer du temps sur un plan d'eau quand les conditions climatiques au sens large sont à peu près les mêmes, donc aussi bien au niveau du vent que de la température, c'est important. C'est là où vraiment on peut appréhender le plus possible ce plan d'eau qui, simple ou pas simple, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là, hein. C'est le plan d'eau. En tout cas, il est beau. Ça va faire des images extraordinaires. Et le but, c'est que, comme le décrit JB, hein, c'est génial. Celles et ceux qui peuvent faire l'effort de déménager sur Marseille, on l'a pas imposé, on n'a pas choisi de l'imposer, mais JB l'a fait. Camille Lecointre s'est installée à Marseille et je crois qu'elle est très contente depuis début septembre. Donc voilà, il y en a d'autres qui sont à mi-temps et de plus en plus régulièrement. Et je crois que ce que dit JB, c'est super important de se sentir chez soi. Ce que je disais tout à l'heure, d'être craint, de sentir qu'on connaît le plan d'eau mieux que les autres. Et voilà, en tout cas, simple ou pas simple, de toute façon, le but c'est de le connaître mieux que les autres pour être les meilleurs cet été déjà et pour se lancer super bien dans l'été suivant. Jean-Baptiste, tu as vécu plusieurs préparations olympiques, hein. Je crois que c'est ta 5e. Est-ce que tu te sens dans les conditions optimales pour préparer ces Jeux? Est-ce que tu as l'impression que tout est réuni pour que tu arrives dans les meilleures conditions sur le plan d'eau marseillais fin juillet 2024? Jusqu'à maintenant, oui, c'était l'une des vraies conditions de mon redémarrage, on va dire. C'était que vraiment j'avais pas envie de souffrir pour rien et d'aller pas au bout de mes ambitions. Donc j'ai fait en sorte et merci Guillaume de m'avoir fait confiance, merci PH de m'avoir mis vraiment dans des conditions où je peux m'exprimer. Et maintenant on est en train de dérouler le câble, comme on dit, hein. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Enfin, on va pas essayer, on va y aller. Et on a déjà coché la première case
Là, il nous reste 2 hivers concrètement, et avec un été, l'été prochain, où on va passer beaucoup de temps à Marseille en conditions olympiques. Bon, quand vous dites PH, je rappelle, c'est Philippe Prognac, Philippe Mourniac, directeur de l'équipe de France. Guillaume, on va finir avec toi. Et récemment, Claude Nestal, qui dirige l'Agence nationale du sport, à laquelle tu vas parler dans quelques minutes, parlait de 90 médailles à portée de main des équipes de France en général. On rappelle qu'il y a eu 33 médailles à Tokyo. Combien de médailles à portée de main pour l'équipe de France de voile à Paris, à Marseille? Moi, j'ai promis qu'en devenant DTN, j'oublierai pas que les médailles, c'est beaucoup plus dur à faire sur l'eau que dans les PowerPoint. Donc, c'est bien qu'il ait un objectif aussi ambitieux, hein, multiplié par 3 en 3 ans, c'est beau. Nous, franchement, ce qui est fait sur ces 2 derniers Jeux Olympiques, de faire 3 médailles, c'est vraiment beau. Il y a quelque chose qui est important pour comparer les sports, c'est en fait de parler du potentiel. C'est-à-dire que nous, on a 10 chances de médaille, ou on a plutôt seulement 10 chances de médaille. Et donc, quand on en fait 3, on fait 30% de notre potentiel. Si un sport, et je veux pas en stigmatiser un plus qu'un autre, mais par exemple, avait 50 chances de médaille, quand il en fait 3, je vais faire des maths, ça fait 6%. Donc, voilà, je pense que ça c'est très important. Et maintenant, pour répondre un peu plus concrètement à la question, évidemment que si on peut augmenter un petit peu ce score, on va le faire. En tout cas, on travaille pour ça. Philippe Mourniac dit PH, effectivement, et moi, notre objectif, c'est que les 10 disciplines puissent jouer aux Jeux Olympiques. Ce qu'on voudrait pas, c'est arriver avec des disciplines où on se dit de toute façon là, on n'arrivera pas à finir dans les 10 premiers. Donc il y a des nouveaux formats de course aussi en kite et en IQ qui changent un peu le dernier jour. En gros, pour faire très simple, le dernier jour, si t'es qualifié dans les 10 premiers, tout est possible. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est quasiment des vraies finales. Pour les 6 autres disciplines, dont celle de JB, ça reste notre classique medal race, hein. Voilà, ça apporte un peu de jeu supplémentaire. Ça apportera un petit peu plus de sel d'ailleurs pour suivre les épreuves olympiques. Faut le faire cette année pour bien s'aguerrir au format olympique. Mais voilà, si on peut augmenter un petit peu cette marque, c'est sûr que, en tout cas, nous, c'est notre objectif. Nous, on bosse pour ça tous les jours. Et encore une fois, je me répète, mais ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on soit compétitif dans les 10 disciplines. Aujourd'hui, je pense qu'on l'est dans 6-7, donc c'est déjà bien. Et le but, c'est de combler le petit gap pour l'être vraiment dans les 10. Parce qu'après les Jeux, ça reste une compétition unique où il peut y avoir des déceptions, mais il peut aussi y avoir des bonnes surprises. Et donc l'idée, c'est de continuer à monter ce potentiel-là pour qu'on puisse espérer le plus de bonnes surprises possibles. Eh bien, c'est parfait. Ça sera le mot de la fin. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas à cette belle équipe de France. Jean-Baptiste, on va vite te libérer parce que je crois que tu as une journée chargée du côté de Tignes. Guillaume également. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre de façon très matinale à notre invitation. Bravo encore Jean-Baptiste pour cette belle récompense de marin de l'année 2022. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour 99e épisode de Pause Report. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci Axel. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!